Et puis, je veux parler des salariés. Des salariés qui sont qui subissent des salaires continuellement tirés par le bas. Qu'ils soient d'ailleurs du public comme du privé. Dans le public, on m'en parle souvent. Ce sont ces catégories C, fonctionnaires, ces fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils prennent les fonctionnaires? C'est pas bon d'être fonctionnaire en ce moment dans le pays. Hein. Et pourtant, ces fonctionnaires qui sont catégorisés, qui travaillent dans nos collectivités, qui travaillent, qui sont agents hospitaliers, ou qui travaillent dans les services de l'État, et qui perçoivent un salaire de 1100, 1200 euros net. Ils nous le disent aujourd'hui. On ne peut plus vivre décemment avec un salaire de 1200 euros net. On ne peut plus vivre décemment avec le SMIC. Pouvoir élever ses enfants correctement, pouvoir avoir des loisirs avec eux, partir en vacances, ce n'est plus possible. C'est la raison pour laquelle nous réclamons une hausse du SMIC et des salaires de 200 euros net immédiatement. C'est une revendication juste et légitime. C'est le travail qui doit payer. Et puis il y a tous ces salariés du secteur privé qui, eux, subissent eux aussi les bas salaires, le SMIC, et qui ne voient pas les salaires évoluer avec l'ancienneté. Et dans le privé, ils cumulent ça avec des conditions de travail parfois très pénibles. J'ai discuté quelques minutes avec ceux qui travaillent dans la papeterie de Condat et ceux qui sont dans la chimie. Je tombe sur des salariés qui travaillent dans deux industries importantes de ce département. Ils travaillent 7 jours sur 7, pas eux, mais leur usine, mais ils sont en 3-8, en 4-7, en tout ce que vous voulez, mais les usines, elles tournent 7 jours sur 7, dimanche compris, fête comprise, et ils doivent travailler, et ils finissent avec des salaires qui évoluent très très peu au bout de plusieurs années. Il y avait un camarade qui touche 1500 euros après 12 ans d'ancienneté, qui travaille les week-ends, les dimanches, les jours fériés, enfin c'est pas admissible. Et qu'est-ce qu'il nous a agité, M. Macron? Il a permis aux grandes entreprises de leur accorder une prime pour ne pas augmenter les salaires. Ceux qui ont eu la prime, eh bien, ils n'auront pas d'augmentation de salaire, mais ici, ils n'ont même pas eu la prime, et ils n'auront pas d'augmentation de salaire non plus. Eh bien, ils ont raison de se battre, et nous sommes avec eux. Eux aussi, c'est 200 euros tout de suite pour le SMIC et pour tous les salariés. Et un dernier mot concernant les retraités, puisque ça fait partie de l'actualité, c'est la dépendance et la prise en charge de la dépendance. Parce que là, avec un scandale quand même, près de Toulouse, avec ce groupe Corian, dont on a découvert que 5 personnes étaient mortes d'intoxication alimentaire. C'est un groupe qui fait partie des 700 entreprises au chiffre d'affaires le plus élevé, qui distribuent des dividendes, et qui en distribuent beaucoup. Eh bien voilà, quand on confie nos aînés à des sociétés privées, ils gavent les actionnaires et ils ne savent pas nourrir les pensionnaires. Et que nous propose ce gouvernement, c'est de demander aux salariés du public et du privé dont je viens de parler, de travailler une journée supplémentaire gratuite. Allez demander ça à ceux de la papeterie ou de la chimie, ou demander ça aux ceux des cheminots. Enfin, c'est quand même insupportable. Alors on a mis notre proposition sur la table. Une journée de solidarité, chiche. Ben, ce sera la journée du patrimoine des plus riches de France. Qui donne une journée de leur patrimoine, cela. La journée du patrimoine, ça sonne bien quand même. Ils sont 358 000. Ils ont un patrimoine de 1028 milliards d'euros. C'était ceux qui payaient l'impôt de solidarité sur la fortune, à qui on a fait ce cadeau de 3,6 milliards. Eh bien, ces 1028 milliards d'euros, s'ils en donnaient une journée, ça ferait tout de suite 6 milliards qui rentreraient dans les caisses de l'État. Voilà comment on peut financer la dépendance et l'accueil digne de nos personnes âgées. Dans cette situation, avec cette colère qui monte dans le pays, ces inégalités, ces injustices, en France comme en Europe, comment voulez-vous que cette colère n'explose pas et qu'elle ne soit pas aujourd'hui présente sur les ronds-points, mais pas que? Il y a ces gilets jaunes qui aujourd'hui continuent de se mobiliser. Et franchement, 21 semaines de mobilisation, 21 samedis,
C'est inédit dans notre pays. Aucune force politique n'a fait ça sur une aussi longue durée. Aucun syndicat. Ils expriment une colère qui est sincère, profonde, ancrée dans le pays. À côté d'eux, il y a des mobilisations pour l'école de la part des enseignants, pour les gilets roses, pour les assistantes maternelles, les blouses blanches dans nos hôpitaux. Il y a des organisations syndicales qui se mobilisent toutes les semaines, et nous serons avec elles, avec eux aussi. La colère est en train de monter dans notre pays et il faut le mesurer. Et la situation est extrêmement grave. Parce que ce gouvernement a fait le choix d'ouvrir un grand débat. Ils ont reçu 2 millions de contributions qu'ils dépouillent, qu'ils ont dépouillées. Alors forcément avec des résultats qui peuvent paraître contradictoires avec ce que nous entendons nous. Mais c'est normal. Ces 2 millions de contributions sur Internet, pour ceux qui sont allés voir, c'était des réponses qu'il fallait apporter à des questions fermées. Et ils avaient fermé leur établissement de l'ISF. Alors forcément, il n'y en a que 10% qui ont dit qu'ils voulaient. Parce que dedans, c'est écrit qu'on ne pouvait pas le mettre. Mais nous, les communistes, on a organisé des débats. On en a fait. On a distribué, là où c'était possible, des cahiers d'espérance, comme nous les avons appelés. Mais on a un tout autre résultat. Et quand nous avons déposé ces cahiers de doléances avec des questions ouvertes, où nous leur disions quelles sont vos 10 priorités pour vivre mieux, eh bien les priorités données, c'était la hausse des salaires, la hausse des pensions, le rétablissement de l'ISF, des services efficaces pour nos écoles et pour nos hôpitaux. Voilà ce qui était réclamé, de la justice sociale, de la justice fiscale, de la démocratie et la dignité pour tous. Dépêchez parce que s'il n'y a plus de piles, il me reste quelques minutes pour finir. Parlons un petit peu de l'Europe. Parce que cette Europe, elle souffre quand même de mots qu'il faut identifier. Alors, les problèmes de l'Europe, ce n'est pas les droits sociaux, les services publics, les parlements nationaux, pas plus les réfugiés entre nous qu'on laisse mourir en pleine mer Méditerranée. Ce n'est pas ça qui tue l'Europe à petit feu. Les coupables, ce ne sont pas non plus les salariés d'Airbus, d'Alstom, de la sidérurgie, d'Air France, des aéroports de Paris qu'ils veulent privatiser. Ce ne sont pas les fonctionnaires le problème, ce ne sont pas les agriculteurs, les étudiants en quête d'une formation épanouissante, ce ne sont pas ceux qui ne vivent que de leur travail et de leur pension. Ils veulent nous les présenter comme étant le problème. Ce n'est pas eux le problème, ce n'est pas nous les coupables, et il faut qu'on se le dise. Les coupables, ce sont eux, les financiers, les affairistes. Le coupable, c'est ce capitalisme prédateur, c'est l'ultralibéralisme sans foi auquel les droites, toutes les droites, mais aussi malheureusement parfois une partie de la gauche, ont livré notre continent. Les coupables, ce sont ces promoteurs d'une Union européenne telle qu'elle a été façonnée traité après traité et qui tourne totalement le dos à la prospérité et à la paix qui nous était promise. Oui, cette Europe-là, elle a tourné le dos au projet d'une union des nations et des peuples qu'on nous avait fait miroiter pour organiser la seule chose qui compte pour les marchés financiers, un espace entièrement dédié à la concurrence libre et non faussée et à la guerre de chacun contre chacun. Cette Europe, elle s'est dotée de véritables outils pour que l'argent aille à l'argent, pour cajoler les plus riches avec des politiques fiscales qui mettent toujours plus à contribution les gens qui ne vivent que de leur travail, et pour permettre aux marchés financiers de s'accaparer les richesses produites par ceux-ci. Car oui, en France, de l'argent, comme en Europe, il y en a, l'argent ne manque pas. Les richesses produites par les travailleurs européens sont passées de 15 000 milliards d'euros à 17 200 milliards d'euros en l'espace de 10 ans. Nous produisons donc 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. Et ces 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires ne sont pas venus dans nos poches. Elles ne sont pas allées non plus pour financer nos services publics, pour financer le défi et la transition écologique. Cette Europe de la prospérité, elle est faite pour les plus riches. Et ça a aggravé les injustices pour les plus modestes. Elle est à l'image de la France de Macron et de ceux qui l'ont porté au pouvoir, avec pour seule devise
la finance d'abord. Oui, c'est la devise de la République en marche. Et d'ailleurs, les Français, à leur élection, ont entendu la République est en marche, mais la réalité, c'est que la République est vendue au marché. Car oui, l'argent ne manque pas à l'Europe. Et il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, il est utilisé à d'autres fins qu'au progrès humain. Et quand on dit que l'argent existe, on parle à chaque fois, nous, de l'Europe, de la fraude fiscale, la fraude et l'évasion fiscale. Vous savez que les parlementaires communistes en ont fait une de leurs spécialités. Nous intervenons beaucoup sur ces sujets, car nous avons la chance, à travers les travaux que nous menons, d'être au cœur de cette turbine nucléaire et de voir ce qui se passe véritablement. 1 000 milliards d'euros échappent tous les ans au budget des pays de l'Union européenne. 1 000 milliards. C'est l'Europe des paradis fiscaux pour des firmes à qui l'on permet de ne pas payer des milliards d'euros. Il s'agit, vous les connaissez, les Google, Apple, Facebook, Amazon, ce sont les GAFA. Mais pas que. Et ce serait trop facile de ne parler qu'eux. Il y a aussi Starbucks, McDo, Uber, toutes ces entreprises, y compris des françaises, Engie, Renault, BNP, Société Générale, tous ces groupes ont des filiales dans des paradis fiscaux, y compris des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne, dans lesquels ils arrivent à planquer de l'argent, qui vont par exemple en Irlande, où le taux d'imposition est de 0,0005, c'est vrai. Et ensuite, cet argent, il va aux Bermudes, où là, il reste planqué, et là, le taux d'imposition, il est de 0. C'est ça qui siphonne les budgets des États. Et aujourd'hui, hier soir, jusqu'à 1h du matin, j'étais en séance pour étudier cette taxe GAFA. Et il nous présente la taxe GAFA comme la mesure phare pour lutter contre l'évasion fiscale et pour que ces GAFA payent un impôt juste. Franchement, il ne faudrait pas, parce que vous allez en entendre parler dans les médias, la taxe GAFA de Bruno Le Maire, c'est la meilleure loi qu'ils aient pu faire, que les gilets jaunes voulaient. Ils vont vous en remplir des baignoires de mousse avec 3 bouts de savon. Hein. Alors on va en manger. Mais la réalité, c'est que cette taxe GAFA, ça va rapporter 300 millions d'euros à la France. Quand ce sont 15 milliards d'euros qu'ils transfèrent dans les paradis fiscaux, ces grandes multinationales. Cette taxe, elle sera de 3%, appliquée seulement aux GAFA. Ils appellent ça l'assiette. L'assiette de la taxe, c'est pas celle qu'on mange, c'est les entreprises concernées. Donc c'est une vingtaine d'entreprises. Donc petit taux, petite assiette, que dit sous-coupe, voire sous-boc, même plus d'assiette. Et en plus, le produit de cette taxe sera déductible de leurs impôts. Non mais franchement, non mais on lui a dit, monsieur le maire, on lui a dit, c'est pas possible, alors, on ne peut pas voter contre parce que c'est un premier pas, mais enfin, c'est loin d'aller où quand même. On lui a dit, votre taxe, GAFA, GAFA pour grande arnaque fiscale annoncée, eh bien, nous les communistes, cette taxe GAFA, on l'appellera la taxe Peanuts, parce qu'elle va rapporter des cacahuètes.